Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir à Versailles et comme l'a dit notre ami Xavier, c'est vrai que je viens ici aussi en voisin. J'ai beau avoir un engagement politique, électoral en Normandie, je viens néanmoins de pas bien loin. Et d'ailleurs, pour faire une confidence supplémentaire, je ne crois pas être le seul député européen du Front National à habiter le canton où vous vous présentez. Mais malheureusement, vous aurez la voix de mon épouse, mais moi je vote en Normandie, donc vous serez privé de mon suffrage. Mesdames et messieurs, chers amis, vous avez la démonstration depuis maintenant le début de notre réunion que les candidats du Front National ne sont pas des fantômes, n'en déplaise à certains de nos adversaires. Ce sont des hommes et des femmes engagés dans la vie civique, convaincus, des patriotes sincères, représentatifs de la France dans sa diversité générationnelle et sociologique. Et ils sont la démonstration justement que le Front National aujourd'hui a changé de statut, a changé de dimension et a cette capacité aujourd'hui à s'ancrer sur tous les territoires de la République, dans toutes nos communes, dans nos cantons, dans nos départements. Et c'est la première victoire du Front National pour ces élections départementales que d'être présent partout. Exercice difficile, exercice harassant, auquel nos équipes se sont attelées depuis maintenant des mois. Et j'en profite à cette occasion pour saluer le travail du secrétaire départemental des Yvelines, Philippe Chevrier, qui a veillé dans son département, comme l'immense majorité des autres départements, à ce qu'aucun canton soit oublié, à ce que partout il y ait des candidats du Front National, 4 candidats, 2 titulaires, 2 suppléants dans chaque canton, qui permettront à tous les Yvelinois le 22 mars et, je l'espère, le 29 mars, de glisser un bulletin de vote bleu marine dans l'urne. Merci aux candidats, aux 6 candidats titulaires, à leurs suppléants, de leur engagement. Et quand je dis ça, ce n'est pas simplement un exercice convenu. Et je ne les remercie pas comme je le fais partout en France en animant des réunions, comme hier soir dans les Ardennes. Je leur apporte des félicitations et des remerciements plus appuyés parce que c'est vrai, vous êtes ici dans une terre de mission. Vous êtes ici dans un secteur où peut-être que la pénétration de nos idées est un peu plus difficile. Ça vient même assez rapidement. Il y a désormais, ici aussi, dans les cantons versaillais, des perspectives de succès et peut-être demain des perspectives de victoire. Mais le fait qu'on soit sur un terrain électoral un peu plus difficile ne fait qu'augmenter vos mérites à tous, parce que c'est votre détermination, votre travail de terrain, votre connaissance des dossiers qui aujourd'hui donne une grande crédibilité au Front National, donc soyez-en remerciés. Ça ne nous a pas échappé, ces élections départementales, tout a été fait par le Parti Socialiste au pouvoir pour désintéresser les Français de cette échéance. Tout a été fait pour que les Français n'aillent pas voter, n'expriment pas leur légitime colère et ne se tournent pas par la même occasion vers ceux qui ne les ont jamais trahis ni jamais abandonnés. Le Parti Socialiste a mis en place une modification de mode de scrutin, il a redécoupé les cantons en pensant uniquement aux petits intérêts électoralistes qui sont les siens, et enfin, ils n'ont même pas défini clairement quelles seraient les compétences des futurs conseils départementaux, et les Français se trouvent aujourd'hui appelés aux urnes pour élire des personnes dont on ne sait pas encore aujourd'hui quelles seront les prérogatives précises. On marche sur la tête, ça n'est pas nouveau, ça fait 2 ans et demi que ça dure, c'était déjà vrai d'ailleurs sous Sarkozy précédemment, mais on voit qu'on est aujourd'hui face à un système politique qui est à bout de souffle. Face à un système politique qui n'a plus comme seul objectif que de défendre ses petits intérêts acquis, les petits intérêts de la caste. C'est désormais leur seule motivation, et le changement, c'est qu'aujourd'hui, ils ne s'engagent plus. Ils ne font plus d'efforts. On a, depuis quelques semaines maintenant, le couple exécutif, François Hollande et Manuel Valls, qui ont tous les pouvoirs en France, il ne faut quand même pas l'oublier. Ils ont l'Élysée, ils ont l'Assemblée nationale, ils ont 21 régions sur 22, ils ont 3/5 des conseils généraux, enfin, pour 10 jours encore. Ils ont beaucoup de grandes villes, bref, ils ont tous les leviers de pouvoir dans notre pays. On pourrait penser que la préoccupation première serait de combattre le chômage qui frappe 6 millions de nos compatriotes, de combattre la pauvreté qui frappe près de 10 millions de Français aujourd'hui, de combattre l'insécurité, de combattre l'islamisme radical qui frappe désormais avec une violence inouïe sur notre sol. Non. Leur seule motivation, leur seule préoccupation, c'est de combattre le Front National.
Et en toutes circonstances, d'ailleurs, il le rappelle. C'est vrai du Parti Socialiste, ça l'est également du MP, qui, n'ayant ni chef, ni projet, ni aucune volonté réelle de défendre finalement les Français, eh bien, se sont joints à la préoccupation du gouvernement. En toutes circonstances, ils ne disent qu'une chose, combattre le Front National. Nous en avons d'ailleurs fait un tract, parce que finalement, c'est un bon résumé de la situation. Pendant qu'ils parlent du Front National, nous parlons aux Français. Et on l'a vu d'ailleurs tout récemment au Salon de l'Agriculture. On pourrait penser que lorsque les responsables politiques, a fortiori ceux qui sont au pouvoir, viennent au Salon de l'Agriculture, c'est pour s'intéresser, ou au moins faire semblant de s'intéresser aux agriculteurs, à leurs problèmes, à cette ruralité qui aujourd'hui est frappée très durement, contrairement à ce qui est dit parfois, par les directives de l'Union européenne, lesquelles sont ensuite appliquées docilement par le gouvernement. Ces territoires entiers, ruraux, qui sont aujourd'hui totalement abandonnés. Alors on pourrait penser qu'ils venaient au chevet des agriculteurs. Eh bien non. Ils vont là-bas et sur place, qu'est-ce qu'ils affirment? Qu'il faut combattre le Front National. C'est devenu un espèce de disque rayé. Ils n'ont plus rien à proposer aux Français. Ils ne croient plus eux-mêmes aux politiques qu'ils mettent en œuvre. Ils savent qu'elles mèneront toujours plus vers le chaos, toujours plus vers la désolation, toujours plus vers la casse sociale. Alors, eh bien, ils essayent simplement de faire peur aux gens. Ils nous ont longtemps, d'ailleurs, reproché d'agiter les peurs. Ils nous disaient « Ah, mais vous, comme on disait la vérité sur un certain nombre de sujets, eh bien, ils nous disaient « Mais vous faites peur aux gens, vous les inquiétez. » Aujourd'hui, nous sommes perçus, je crois, et ça, c'est le grand mérite de Marine Le Pen, nous sommes perçus tels que nous sommes vraiment. Le Front National est perçu loin des caricatures qui ont été colportées contre lui. Les Français, y compris ceux qui ne votent pas encore pour nous, nous voient désormais tels que nous sommes et écoutent souvent avec intérêt à la fois nos constats mais également nos propositions. Et face à cette situation, eh bien, nos adversaires en toutes circonstances essayent de nous refaire le vieux refrain de la diabolisation en pensant que les Français naïvement allaient les suivre. Eh bien malheureusement ça ne marche plus et on le voit élection après élection et ces dernières semaines, sondage après sondage, eh bien les Français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers nous. Et quand je vous dis ça, chers amis, ça n'est pas pour qu'on s'auto-congratule, pour qu'on se gargarise d'un Front National qui, c'est vrai, est à 30% d'intention de vote. C'est d'abord une exigence. C'est d'abord une exigence considérable parce que c'est vrai que les Français aujourd'hui sont lucides sur l'UMPS, lucides sur ceux qui les ont gouvernés, lucides sur ceux qui ont totalement échoué, mais s'ils se tournent vers nous, eh bien, il faut que nous soyons prêts. Et la démonstration de ces élections départementales, la présence massive du Front National sur l'ensemble du territoire, 7648 candidats, c'est la démonstration aussi que le Front National est prêt à exercer le pouvoir au niveau local aujourd'hui et au niveau national demain. Et j'en profite d'ailleurs pour dire combien nos candidats, nos 7648 candidats, sont absolument irréprochables, mènent campagne, souvent depuis des semaines et parfois même des mois, de façon exemplaire. Et les petits flics de la pensée unique, les petits journalistes qui, au lieu de faire du travail journalistique d'investigation, scrutent minutieusement les profils Facebook de nos candidats dans l'espoir de trouver une maladresse, un dérapage, un écart, eh bien, en déployant une énergie considérable, en déployant des moyens que même les services de police n'ont plus aujourd'hui, eh bien, ils ont bien réussi à trouver que 7, 8, 9 candidats parmi 7648, quelques personnes qui ne sont pas tout à fait dans notre ligne et ne défendent peut-être pas toujours nos valeurs. Mais 99,9% de nos candidats se comportent admirablement bien et ils doivent être remerciés parce que, contrairement aux candidats du système, ce sont des hommes et des femmes qui sont engagés bénévolement au détriment de leur vie de famille, au détriment de leurs loisirs, et qui prennent des risques, parfois prennent des risques sur le plan personnel ou professionnel, parce qu'ils sont des patriotes convaincus et qu'ils veulent apporter leur petite pierre à l'édifice en défendant, à l'occasion de ces élections départementales, la flamme tricolore et notre drapeau. Alors, ce travail que nous faisons aujourd'hui dans le cadre des élections départementales, c'est le prolongement du travail qui a été fait en 2014.
J'en profite pour saluer ceux qui se sont engagés dans la bataille municipale en 2014 et qui ont permis au Front National aujourd'hui de disposer d'un véritable ancrage territorial. Nous avons, à l'issue des élections de l'an passé, obtenu 1600 élus municipaux bleu marine qui, dans les conseils municipaux, font ce travail de vigie, font ce travail de surveillance, un travail d'opposition pour faire entendre la voix de nos compatriotes qui jusqu'à maintenant n'étaient pas représentés dans les conseils municipaux, dire ce qui s'y passe, souvent dans une certaine opacité, et dénoncer les collusions politiques, parce que c'est vrai, dans toutes les instances de la République, des conseils municipaux aux conseils régionaux, en passant par les conseils généraux, il y a la réalité de l'UMPS, c'est-à-dire l'immense majorité des décisions qui sont votées conjointement par ceux qui font mine de s'opposer lorsqu'ils sont en campagne électorale. Eh bien, ces 1600 élus municipaux du Front National, ils sont justement là pour montrer que, de façon très concrète, non seulement le Front National est une alternative nationale avec Marine Le Pen, et en espérant que dès 2017, les Français se tournent massivement vers nous, mais il y a aussi localement, dans leur environnement immédiat, dans leur commune, dans leur quartier, des patriotes qui sont engagés et qui sont au plus près de leurs préoccupations et présents pour les défendre. Les élections municipales de l'an passé, elles ont été aussi l'occasion, ça a été dit tout à l'heure, de conquérir 10 villes. 10 villes dans lesquelles nous pouvons désormais, et nous allons continuer, à pouvoir appliquer notre projet. Contrairement aux autres, on n'a pas, à l'occasion des municipales, présenté un programme catalogue de la Redoute, demain on rase gratis, en promettant tout et n'importe quoi. Nous avons promis, nos équipes municipales se sont engagées simplement à défendre l'intérêt général, à utiliser l'argent public au service de tous, sans distinction, mais dans le respect, bien sûr, des principes républicains, en évitant et en s'interdisant même toute forme de clientélisme ou de communautarisme, comme ça existe trop souvent, y compris d'ailleurs, et on ne le dit peut-être pas assez, dans les mairies UMP. Ces élus Front National, lorsqu'ils ont été élus en mars dernier, eh bien ils se sont dit qu'est-ce que je vais faire pendant 6 ans pour servir mes compatriotes. Et leur travail est d'ores et déjà salué par les habitants de ces communes qui, pour une immense majorité d'entre eux, sont déjà convaincus. Et c'est la différence fondamentale peut-être entre nos candidats, nos élus d'aujourd'hui et ceux du système, qui eux, le soir de l'élection, se disent « qu'est-ce que je vais faire pendant 6 ans pour être élu ?» Et c'est comme ça que se développe partout le communautarisme, le clientélisme généralisé et gaspillage en tout genre. Et pendant ce temps-là, nos compatriotes, à qui on demande des sacrifices toujours plus importants, qui payent toujours davantage pour avoir en contrepartie toujours moins, des services publics qui disparaissent et des politiques publiques qui sont ciblées sur certaines catégories, certaines communautés qui sont chouchoutées au détriment du plus grand nombre. Eh bien, le fait que nos élus, nos équipes municipales de 2014 ont d'ores et déjà un bon bilan, c'est la démonstration pour ces élections départementales que des élus Front National, c'est utile. Dans nos communes, les impôts ont déjà baissé. Pendant la campagne municipale, souvenez-vous, on nous disait, mais vous promettez la baisse des impôts, mais c'est impossible. C'est impossible, les dotations de l'État ont diminué, il n'y a plus aucune marge fiscale pour les communes, vous ne pourrez pas baisser les impôts. Eh bien, dès la première année, nous avons apporté la démonstration dans les communes dirigées par le Front National qu'il était possible de diminuer les impôts de 5, voire même de 10% dès la première année. Bravo! Dans ces communes dirigées par le Front National aussi, la dette a commencé à diminuer. Parfois, elle avait littéralement explosé, donc c'est un travail de fond, ça durera pendant plusieurs années, mais déjà, la dette publique de ces communes a commencé à diminuer et aucun service aux habitants n'a été supprimé. Par contre, nos équipes font la chasse au gaspillage. Par contre, elles font la chasse, évidemment, à toutes les formes de fraude sociale qui caractérisent bien souvent un usage de l'argent public qui, encore une fois, est concentré en direction de telle ou telle catégorie ou telle communauté, alors que nos compatriotes dans ces villes ont droit à toujours moins.
Alors, ces premiers bilans, et ils seront sans doute encore bien meilleurs dans 5 ans, ces premiers bilans de mairie Front National, eh bien, nous devons les brandir comme un étendard pour montrer que, justement, il n'y a pas de fatalité, qu'on peut mener une politique respectueuse de l'argent public, qu'on peut mener une politique respectueuse de ceux à qui on exige, justement, qu'ils payent toujours davantage. Et si nous sommes engagés dans cette campagne départementale, bien sûr, c'est pour défendre, dans le cadre du conseil départemental, et ça a été expliqué très bien par nos candidats tout à l'heure, une politique différente, une politique sociale ambitieuse, le maintien de nos services publics, une action départementale qui est concentrée sur les prérogatives des départements, sans s'occuper de tout et de n'importe quoi, sans faire exploser les dépenses de fonctionnement ou les dépenses de communication. Mais il faut bien le dire, ces élections départementales, ce sera aussi pour les Français une occasion de dire ce qu'ils pensent d'une façon beaucoup plus générale de la situation politique. Je reviens encore un instant sur l'année 2014 écoulée. Juste après les municipales, nous nous sommes engagés, les militants un peu fatigués se sont engagés dans la campagne des européennes. Et là aussi, les succès ont été au rendez-vous. Notre message sur l'Europe a été reçu 5 sur 5. Pendant longtemps, le Front National avait du mal à faire comprendre aux gens que cette Union européenne, telle qu'elle a été construite, elle dessert tous nos intérêts. Pendant longtemps, ils ont cru la fable de l'UMP et du PS qui disait que l'Europe c'était la croissance, l'Europe c'était l'emploi. Aujourd'hui, ils ont la démonstration absolue que cette Union européenne, aux mains des technocrates non élus de la Commission européenne, à la solde de la grande finance, ne sert pas nos intérêts. Non seulement elle ne sert pas l'intérêt des peuples, non seulement elle interdit toute forme de protectionnisme, toute forme de patriotisme économique qui nous permettrait de relancer notre économie, mais elle impose de surcroît un carcan absolument insupportable en niant l'identité même de l'Europe. Et nous, au Front National, nous affirmons bien sûr en toutes circonstances, non pas que nous sommes anti-européens, nous sommes profondément européens, profondément attachés à cette civilisation européenne et chrétienne dont la France fait partie et que nous ne voulons pas voir disparaître. Mais en revanche, nous n'acceptons pas cette Union européenne entre les mains des technocrates et des banquiers qui aujourd'hui veut détruire notre identité, empêcher la France de rétablir la sécurité de ses ressortissants, de ses concitoyens, et qui nous prive de toute possibilité d'action au service de notre économie. Cette victoire des Européennes, des Français qui placent le Front National à 25% des voix sur la première marche du podium, ça a été un coup de semonce terrible pour la classe politique. Ils ont pris peur et ils se sont dit décidément les Français votent bien mal. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont tout fait au départemental pour dissuader les Français d'aller voter. C'est pour ça qu'ils ont concocté un mode de scrutin incompréhensible, sans aucune explication, avec un redécoupage à la va-vite, parce qu'ils veulent tout faire pour que les Français les plus irrités par les politiques menées, les plus scandalisés par les renoncements et les trahisons qui caractérisent le gouvernement en place, eh bien ils ont tout fait pour que ces gens-là préfèrent aller à la pêche et n'aillent pas voter le 22 et le 29 mars, parce qu'ils se sont dit on va avoir la version amplifiée de cette grande victoire qui a été pour nous le 25 mai 2014. Et bien sûr, le Front National, qui est le premier parti de France, eh bien c'est la démonstration absolue aussi que le déclin n'est pas inéluctable et que si la France va mal, si les Français souffrent, ça résulte de choix politiques délibérés. Ça résulte de choix politiques qui ont été faits contre la vie du peuple, contre ses intérêts fondamentaux. Et le fait que les Français se tournent vers nous nombreux, que les abstentionnistes aussi retournent vers les urnes, ça n'a pas été dit, mais aux élections européennes, nous avons enregistré une baisse de l'abstention par rapport à l'élection européenne précédente. Ça montre que le Front National aujourd'hui a cette capacité à rassembler des Français d'horizons assez divers sur le plan sociologique ou politique, des Français issus de la droite, déçus de la droite, ils sont nombreux avec Sarkozy, issus de la gauche, déçus de la gauche, ils sont nombreux avec Hollande, mais aussi ceux qui s'étaient détournés des urnes, parfois depuis des années et des années, et voyant le Front National monter, voyant les Français se tourner vers le Front National, eh bien, reprennent espoir et participent aujourd'hui de cette espérance bleu marine que nous portons et que vous portez. Et puis, pour conclure sur cette année 2014 qui vient de s'écouler, on peut dire un mot aussi des élections sénatoriales. Parce que là, quand même, la classe politique s'était dit, bon, les sénatoriales, on est entre nous, on est tranquille,
ce sont les élus qui votent pour les élus. Là, on est tout à fait à l'abri de la moindre vague bleu marine. Mais il n'avait pas vu que cette vague bleu marine, elle est aussi une lame de fond. Il n'avait pas vu que partout en France, non seulement les Français nombreux se tournent vers nous, mais aussi par centaines, par milliers des élus locaux qui aujourd'hui placent leur espoir dans le Front National. Et aux élections sénatoriales, nous avons fait élire magnifiquement, dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var, 2 sénateurs. C'était une victoire symbolique importante, en faisant élire le plus jeune sénateur de France, après avoir fait élire la plus jeune députée de France. C'est une occasion concrète de montrer, comme le disait Vincent tout à l'heure, que non seulement on laisse la place aux jeunes, mais qu'on incarne aussi de façon tangible ce renouvellement politique auquel les Français aspirent. Mais au-delà de ces 2 victoires symboliques, le plus spectaculaire peut-être, même si c'était moins visible, pour ces élections sénatoriales, c'est le fait que 4000 grands électeurs, alors que nous n'avions que 1000 élus locaux dans ces départements, 4000 grands électeurs votent pour le Front National. 3000 élus locaux qui étaient autrefois dans l'orbite de l'UMP ou du PS et qui se sont tournés vers nous. Ça montre bien, c'est la démonstration concrète, s'il en fallait, que le vote Front National est devenu un vote d'adhésion. Que contrairement à ce qui est dit de façon répétitive depuis les années 80, comme quoi le Front National, ce serait simplement l'expression de la colère des Français, le vote Front National est devenu un vote d'adhésion. Et j'ajouterais même qu'il est devenu le seul vote d'adhésion. Aujourd'hui, vous en connaissez beaucoup d'ailleurs, il y en a sans doute dans votre environnement immédiat. Les Français qui votent UMP souvent ne le font pas par conviction, mais ils le font par habitude, par inertie, et souvent parce qu'ils ont peur que le Parti Socialiste se maintienne ou revienne au pouvoir. Et l'immense majorité de ceux qui avaient voté Sarkozy en 2012 étaient précisément dans ce cas-là. Ils ne voulaient pas voir le Parti Socialiste arriver aux responsabilités. Et d'ailleurs, symétriquement, l'immense majorité des électeurs du Parti Socialiste, souvent, là aussi, votent par habitude. Et leur première motivation en 2012, c'était pas qu'ils étaient subjugués par le charisme de François Hollande. C'est pas non plus qu'ils avaient été enthousiasmés par un programme du Parti Socialiste dont ils se moquent éperdument et qu'ils n'avaient pas lu. C'est simplement qu'ils voulaient sanctionner légitimement, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, ses trahisons, ses promesses non tenues, celui qui promettait qu'il allait baisser l'immigration, 200 000 entrées légales par an sous son quinquennat, 1 million de nouveaux étrangers légaux, sans parler des clandestins, celui qui promettait qu'il allait rétablir la sécurité, qui a supprimé 13 000 postes de police et de gendarmerie, celui qui promettait qu'il allait baisser la dette publique de la France, qui est passée de 1300 à 1800 milliards d'euros sous son quinquennat, bref, celui qui, pendant 5 ans, et avec, c'est vrai, une forme de mépris, avec une arrogance souvent insupportable, a trahi toutes ses promesses, tous ses engagements de campagne. Eh bien, les Français qui étaient longtemps prisonniers de ce balancier entre la droite et la gauche, aujourd'hui sont en train de s'en défaire. Le balancier ne marche plus. Il marche encore un tout petit peu, mais il est définitivement brisé en réalité, et donc il est encore sur sa course, mais il va finir par s'arrêter. Aujourd'hui, le vrai clivage, vous le savez, il n'est plus entre la droite et la gauche. Il y a, c'est vrai, historiquement une droite en France. Il y a philosophiquement peut-être une droite en France. Mais le clivage droite-gauche, dans son application politique, n'existe plus. Ils mènent exactement la même politique pour une raison d'ailleurs très simple. C'est qu'ils ont les mêmes maîtres. Et que hier, Sarkozy allait tous les mois à Bruxelles apporter sa copie à M. Barroso qui lui disait si c'était bien ou si c'était mal, qui lui disait s'il avait la moyenne ou non. Aujourd'hui, Hollande va voir Juncker tous les mois pour essayer d'obtenir quelques avantages, essayer de reculer l'échéance de 3% de déficit public. Bref, ces gens-là appliquent la même feuille de route imposée par l'Union européenne. Et pour cette raison-là, bien sûr, la conséquence pour les Français très concrète, c'est qu'ils mènent exactement la même politique, en toutes circonstances, au-delà des postures. Et c'est vrai dans tous les domaines, contrairement à ce qu'on pourrait penser, contrairement à ce que, avec sincérité d'ailleurs, un certain nombre de nos compatriotes disent parfois, considérant que finalement, cette droite, elle les a trahis, cette droite, elle leur a menti, cette droite, elle a renié ses valeurs, mais ils se disent quand même, c'est un peu moins pire que la gauche. Eh bien, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, et on l'a vu, par exemple, en matière d'immigration, où jamais l'entrée
que ce soit légale ou clandestine, n'a été aussi forte que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui a réussi à exploser tous les records précédents, y compris ceux de Jospin, y compris ceux de l'époque de Mitterrand. Nicolas Sarkozy a mené une politique, d'ailleurs un peu aux ordres de la grande finance, qui voyait d'un bon œil cette entrée massive d'étrangers, parce qu'évidemment, il pèse à la baisse sur les salaires, sur les droits sociaux des travailleurs français. Et bien sûr, il a aujourd'hui, avec François Hollande, un digne successeur qui maintient cette politique de laxisme généralisé, d'ouverture totale des frontières. Nous sommes pris dans le carcan européen, les frontières sont grandes ouvertes, Schengen nous interdit le moindre contrôle de nos frontières, les frontières extérieures de l'Europe ne sont pas davantage protégées. Le résultat, c'est que nous subissons une immigration d'autant plus massive que la France est le pays le plus attractif du monde. D'autant plus massive que celui qui quitte le continent africain pour échapper à la famine ou à la guerre, eh bien, lorsqu'il regarde la carte du monde, il voit un pays où il va être soigné gratuitement, où il va être logé gratuitement, où ses enfants seront éduqués gratuitement dans les écoles de la République. Eh bien, naturellement, il se tourne vers ce pays et il le rejoint. Et quand je vous dis ça, c'est pas pour utiliser un terme à la mode, pour stigmatiser les étrangers. Parce qu'en réalité, il faut avoir l'honnêteté de le dire, nous serions à leur place, nous ferions la même chose. Les seuls responsables, ce sont les politiques. Ce sont ceux qui laissent croire qu'il y a encore un Eldorado français. Et malheureusement, c'est vrai. Parce que dans notre pays aujourd'hui, de façon très concrète, les étrangers sont mieux traités que nos compatriotes. Celui qui vient illégalement en France, il va être soigné gratuitement au titre de l'aide médicale d'État. Cette aide médicale d'État, mise en place par Jospin et maintenue par la droite, aujourd'hui, elle coûte 1 milliard d'euros à la France. 1 milliard d'euros qui permet à tous les clandestins de se faire soigner gratuitement sur notre territoire, au moment même où, en France, chaque mois, des médicaments sont déremboursés. Les coûts des mutuelles complémentaires explosent et les Français, concrètement, n'ont bien souvent plus les moyens de se faire soigner gratuitement. Et ce phénomène ne touche pas seulement les plus fragiles ou les plus vulnérables, mais touche aussi, aujourd'hui, en raison des coûts élevés de la médecine, les classes moyennes. Eh bien, cette situation, elle est liée au fait qu'il y a dans notre pays une véritable préférence étrangère. J'étais il y a quelques jours dans un département dans le Finistère, et il y a là-bas beaucoup d'agriculteurs qui touchent une retraite de misère. 400, 500, 550 euros par mois. Eh bien, aujourd'hui, celui qui est étranger, installé en France depuis plus de 5 ans et qui n'a jamais ni cotisé ni travaillé en France, il peut bénéficier de l'ASPA, l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, l'équivalent de la retraite à taux plein de la sécurité sociale. Voilà une nouvelle démonstration de cette discrimination positive, chère à Sarkozy, très concrètement mise en place et qui fait que le citoyen français aujourd'hui est moins bien traité que l'étranger, y compris le clandestin. Et le drame, c'est que celui qui vient en France, illégalement, il a aujourd'hui la certitude d'être tôt ou tard régularisé. Et quand il sera régularisé, il a la certitude d'être tôt ou tard naturalisé. Et d'avoir toujours des avantages plus importants. Alors que personne, alors que la France, que l'État ne lui demandera pas de faire l'effort nécessaire d'assimilation. Alors qu'à aucun moment on ne remettra en cause sa présence sur le territoire national. Nous avons aujourd'hui les vannes qui sont grandes ouvertes. Les étrangers massivement entrent, mais évidemment ne sortent pas. Et cette situation, elle est insupportable, elle déséquilibre nos comptes publics, elle déséquilibre nos comptes sociaux. Tous les mois, le gouvernement trouve des artifices divers et variés pour faire payer toujours davantage les Français. On crée des taxes et des impôts supplémentaires, sur tout et n'importe quoi, sur le cheval, sur la bière. Sarkozy et Hollande, à eux deux, en ont créé 84 en 7 ans. Et on demande des sacrifices plus importants, de travailler plus longtemps, etc. Et dans le même temps, eh bien, on a cette immigration massive qui entre et qui coûte 80 milliards d'euros par an à la France. En réalité, les sources d'économie, elles existent dans notre pays. Simplement, on fait supporter à la communauté nationale, et souvent aux plus fragiles, l'effort supplémentaire parce qu'on n'ose pas toucher, justement, au secteur où on pourrait réellement faire des économies. Les dizaines de milliards d'euros qui, chaque année, depuis maintenant 30 ans, sont engloutis dans la politique de la ville. Et voilà le résultat, avec Valls qui parle d'apartheid, mais l'apartheid, c'est eux qui l'ont mis en place. C'est eux qui ont organisé la juxtaposition des communautés, qui ont organisé cette intégration qui est un modèle anglo-saxon qui est aux antipodes de notre assimilation républicaine et qui fait qu'il y a aujourd'hui des territoires entiers où le droit et les lois de la République ne s'appliquent plus.
Et combien a coûté depuis 30 ans cette politique de la ville? Des centaines de milliards d'euros. La politique d'immigration, 80 milliards d'euros par an. La fraude sociale, 20 milliards d'euros par an. Voilà des sources d'économie très concrètes. Et les plans de renflouement de la zone euro, 72 milliards d'euros déjà engagés, déjà payés, et plus de 150 milliards sur lesquels nous avons des engagements auxquels nous ne pourrons pas déroger. Et vous le savez, cet argent, nous ne reverrons bien sûr jamais la couleur. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement aujourd'hui qui fait peser sur les classes populaires et les classes moyennes un effort toujours plus important en pure perte. Parce que les Français sont des travailleurs, les Français sont prêts à faire des sacrifices s'ils voient que c'est au service de l'intérêt général, que c'est au service du pays. Alors que là, c'est un puits sans fond. Et on l'a vu très concrètement avec le Parti Socialiste qui mène la politique fiscale la plus antisociale que la France n'a jamais connue. En créant par exemple 1,3 million de nouveaux contribuables au titre de l'impôt sur le revenu, parmi ceux dont les ressources étaient jusqu'à présent trop faibles pour devoir être assujettis à l'impôt. Dans tous les domaines, ils font peser sur les plus fragiles, sur les plus modestes, sur ceux qui travaillent, sur l'économie réelle. Regardez ce qui se passe avec la fiscalité des entreprises. Les TPE, les PME payent aujourd'hui en moyenne 22% d'impôt sur les sociétés. Les grands groupes du CAC 40 en payent 8%. Et la différence, c'est que les petites entreprises ou les moyennes entreprises, elles créent des emplois non délocalisables. Alors que les grands groupes, eux, sont animés par un objectif principal qui est de gagner toujours plus d'argent, utilisant les outils de production et les salariés comme des variables d'ajustement. Alors, bien sûr, nous voulons rétablir les libertés économiques. Nous voulons faire en sorte que ceux qui travaillent dans notre pays aient la possibilité de travailler et la possibilité de créer. Que cette fiscalité sur les entreprises, elle soit considérablement atténuée, que les charges fiscales, sociales, que les paperasses, les contraintes administratives soient considérablement allégées. Et il faut dans le même temps cesser d'être toujours davantage aux ordres des banques, comme c'est le cas aujourd'hui. On parle de la dette publique, Philippe en parlait tout à l'heure. Elle est aujourd'hui à 2000 milliards d'euros. Eh bien, il ne faut quand même pas oublier qu'elle est composée à 1400 milliards d'euros par les intérêts d'emprunt que nous payons depuis 1973 aux banques, en vertu de la loi Pompidou-Rothschild, qui a consisté à interdire à l'État d'emprunter, au Trésor public, d'emprunter à la Banque centrale, en étant obligé d'aller emprunter sur les marchés financiers. Le résultat, c'est que nous avons perdu la main, et que ce sont les banques qui décident des propres règles qui s'appliquent à elles et qui s'appliquent même aux économies nationales. Eh bien, il faut inverser, il faut revenir à un système de valeurs beaucoup plus sain. Pour nous, la finance, elle est au service de l'économie. Pour nous, la monnaie est un outil, par exemple, au service de l'économie, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un dogme. C'est devenu un dogme, alors que nos adversaires sur la question de l'euro essaient toujours de caricaturer les positions du Front National. C'est toujours de dire, ah mais vous voulez sortir de l'euro, alors de façon brutale, et là évidemment, on se retrouverait dans une situation calamiteuse. C'est pas du tout le cas. Le Front National, aujourd'hui, il a une position réaliste, qui consiste à dire que l'euro, la question c'est pas de savoir si on est pour ou contre l'euro, ça c'était le débat il y a 10 ans, il y a 12 ans même. La question c'est de savoir si l'euro monnaie unique, sous sa forme actuelle, est viable ou non. Et à ce moment-là, il faut réfléchir bien sûr à le déconstruire. Parce que si nous avons une monnaie unique trop fortement évaluée, qui aujourd'hui sert les intérêts de l'Allemagne au détriment de tous les autres pays de la zone euro, eh bien il faut réfléchir à faire évoluer ce système-là. C'est ça que nous disons, c'est un discours raisonnable. Quel est l'intérêt de la Grèce aujourd'hui de rester dans la zone euro? Avec 30% de chômage, 60% de chômage des jeunes. Et même quel est l'intérêt aujourd'hui de la France d'y rester avec une balance commerciale déficitaire de 70 milliards d'euros? On aurait évidemment intérêt à avoir une monnaie moins fortement évaluée, c'est-à-dire une monnaie qu'on peut utiliser comme un outil au service de notre économie. Et aujourd'hui, c'est au-delà de questions techniques liées à ce sujet-là, le véritable enjeu, c'est les valeurs que l'on défend. Pour nous, nous plaçons la politique au-dessus de l'économie et la finance en dessous de l'économie. C'est-à-dire que nous refusons la logique matérialiste, la logique consumériste qui caractérise aujourd'hui la pensée dominante, cette pensée mondialiste ultralibérale qu'on nous impose depuis Bruxelles. C'est un véritable projet au-delà des questions techniques qui sont complexes, qui sont arides, qui peuvent susciter même des incompréhensions, qui nécessitent souvent beaucoup de pédagogie sur ces questions-là. Au-delà de ces aspects techniques, c'est véritablement non seulement d'un projet de société, mais même d'une conception de l'homme dont il s'agit. Si nos adversaires, là aussi l'UMP-PS, s'attaquent à notre identité sous toutes ses formes, ça participe bien sûr de cette volonté de
d'ériger les valeurs matérielles en valeurs supérieures à toute autre considération. Et je vous parlais de l'immigration, ils s'attaquent à l'immigration, ils font la promotion de l'immigration qui a des conséquences économiques dramatiques, bien sûr, qui a des conséquences sociales dramatiques. Et honneur à ceux qui, comme Jean-Marie Le Pen, dès les années 70, ont dit la vérité sur ce sujet. Mais ça porte aussi très gravement atteinte à notre identité et à notre sécurité, d'ailleurs. On en a eu la démonstration avec les attentats du début du mois de janvier. Parce que la vérité, elle est simple. Il n'y aurait pas d'islamisme radical en France s'il n'y avait pas eu des revendications communautaires auxquelles les pouvoirs publics ont systématiquement cédé. Et il n'y aurait pas de revendications communautaires s'il n'y avait pas eu une immigration massive et incontrôlée depuis des décennies. Mais s'ils font la promotion de l'immigration contre notre identité, c'est justement parce qu'ils veulent détruire tout ce qui structure précisément l'identité des individus. Et c'est dans le même esprit que les mondialistes attaquent à la famille. C'est dans le même esprit que le gouvernement, qui est incapable de faire quoi que ce soit, qui obéit à Bruxelles, qui n'a plus aucune marge d'action, la seule chose qu'ils peuvent encore faire, c'est prendre des mesures sociétales. Alors ça fait plaisir à des lobbies, ça fait plaisir à des petites communautés qui sont aussi marginales que bruyantes et revendicatives, et il leur fait plaisir en leur accordant des droits supplémentaires contre l'intérêt général. Ça n'est pas un sujet anecdotique. Ils s'en prennent aux différentes strates qui structurent l'identité des individus. Ils s'en prennent à notre civilisation, au patrimoine spirituel qui est commun aux pays d'Europe. Ils s'en prennent à notre identité nationale et ils s'en prennent pour la même raison à nos familles, avec ce mariage pour tous qu'ils ont imposé aux Français et qui porte très gravement atteinte non seulement à l'institution du mariage, mais en pratique à la famille et aux droits vitaux, aux droits fondamentaux des enfants. Et sur ce sujet, il faut bien dire, l'UMP et le PS sont d'accord. L'UMP et le PS se partagent les rôles. Et puis ils font mine, c'est extraordinaire ce débat-là, j'y reviens, c'était il y a maintenant 1 an et demi, mais c'est important de poursuivre ce combat. Ils ont fait croire qu'ils n'étaient pas d'accord. Ah, la belle occasion! Enfin une occasion de faire croire que la droite et la gauche auraient donc, au moins sur un sujet, une vision différente. C'est vrai qu'ils venaient de voter tous ensemble le traité budgétaire européen. C'est vrai que 2 ans avant, ils avaient voté, 3 ans avant, ils avaient voté tous ensemble le traité constitutionnel qui avait pourtant été rejeté par les Français. Et puis on a vu, au-delà des postures, au-delà des présences des uns et des autres dans les manifestations, qu'une fois la loi adoptée, jamais l'UMP ne la remettra en cause. Et c'est la différence, mes chers amis, entre nous. C'est que nous, les engagements que nous prenons, eh bien nous les tenons. Bravo! Et il y avait d'ailleurs quelque chose sur ce sujet-là, sur la question de la loi Taubira, quelque chose de presque amusant. Le soir même de la promulgation de la loi, Jean-François Copé, président de l'UMP, était invité d'une chaîne de télévision. À la même heure, Marine Le Pen était invitée d'une autre chaîne de télévision. Jean-François Copé, qui avait manifesté en bombant le torse, en espérant récupérer quelques centaines de milliers d'électeurs à cette occasion, a affirmé froidement que jamais l'UMP ne reviendrait sur la loi. Eh bien, au même moment, Marine Le Pen, qui n'avait pas voulu rentrer dans ce petit jeu entre l'UMP et le PS, affirmait avec force, et derrière elle, avec l'unanimité du Front National et de son bureau politique, que le Front National, arrivant au pouvoir en 2017, abrogera la loi Taubira. Alors, on le voit, chers amis, dans tous les domaines, l'UMP comme le PS mène cette même politique qui conduit la France à la désolation. Et aujourd'hui, notre rôle, notre mission, pour ces élections départementales, mais bien au-delà de ces élections départementales, c'est de redonner espoir aux Français. C'est de porter l'espérance bleu marine. Ces élections départementales, elles sont une étape importante, une étape qui va permettre de poursuivre la construction de cette alternative politique que nous portons. Bien sûr que l'enjeu de ces élections départementales ne se résume pas, comme tentent de le faire croire certains de nos adversaires, à la question de savoir comment sont organisés les guichets sociaux dans le département. L'enjeu de ces départementales, ça ne consiste pas à savoir où est-ce qu'on va placer le giratoire ou la route départementale. L'enjeu de ces élections départementales, c'est de construire pour les prochaines années, pour la France, pour son peuple, pour nos enfants et petits-enfants, une alternative politique sérieuse à ce système UMPS agonisant. Bravo! Et
Et le 22 mars et le 29 mars, c'est avec cette préoccupation élevée, importante, supérieure à l'esprit que nous devons inciter les Français à aller voter. Bien sûr qu'il faudra que nos élus, et en espérant qu'il y ait des élus bleu marine dans les conseils départementaux, puissent enfin défendre l'intérêt général dans nos départements, puissent enfin défendre un usage respectueux de l'argent public, respectueux du portefeuille des Français. Mais bien au-delà de la question de la gestion locale de nos départements, c'est l'existence même d'ailleurs des départements qui est en cause, puisque Manuel Valls avait annoncé qu'il voulait les supprimer dans les prochaines années, alors que c'est un échelon de proximité auquel les Français sont attachés, comme ils sont attachés à nos communes. Et on voit là qu'il y a une opposition entre ceux qui défendent l'Union européenne, les grandes régions et les intercommunalités d'un côté, l'UMP et le PS, et ceux qui, comme nous, défendons la nation plutôt que l'Union européenne, le département plutôt que ces hyper-régions qui sont trop grandes pour être des échelons efficaces, et nos communes, nos libertés communales fondamentales, à commencer par l'urbanisme par exemple, et non en ne laissant pas ces intercommunalités devenues géantes dépouiller nos communes de leurs prérogatives. Donc bien sûr qu'il y a ces enjeux-là, bien sûr qu'il y a un enjeu lié à l'organisation territoriale de la France, mais bien au-delà, il y a un enjeu politique fondamental, c'est l'occasion de dire enfin que cette classe politique UMPS est totalement défaillante et de la sanctionner lourdement. Et si les Français, le 22 et le 29 mars, placent le Front National en tête, confirmant le vote des européennes, si dans des centaines et des centaines de cantons, y compris dans des endroits comme Versailles, qui sont des zones plus difficiles pour pénétrer la population et avec un électorat peut-être un peu plus réticent, si partout il y a des centaines de candidats du Front National au second tour, ça créera un séisme politique sans précédent, ça permettra l'élection de nombreux conseillers départementaux bleu marine le 29 mars, et peut-être que ça permettra, dès les élections régionales de la fin de l'année, d'avoir à l'échelle de grandes régions l'alternative politique qui aussi se met en œuvre. Ces élections de 2015, elles sont la dernière étape électorale avant 2017, et c'est l'occasion pour nous, bien sûr, de porter l'espérance, de montrer aux Français la voie, de tenir ce rôle d'éclaireur, de leur dire que malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré le chômage qui touche tant d'entre eux, malgré l'insécurité qui frappe aujourd'hui, y compris dans des secteurs jusque-là calmes, malgré cette immigration devenue insupportable et qui met à mal notre identité et qui menace la laïcité républicaine, malgré toutes ces difficultés, eh bien l'espoir demeure parce qu'il y a aujourd'hui par milliers, par millions, des hommes et des femmes qui, derrière Marine Le Pen, se lèvent pour montrer la voie aux Français et leur dire que dans les années qui viennent, et peut-être même dans les mois qui viennent, enfin nous pourrons mener une politique digne de la France, digne du génie français, digne du peuple de France, qui le mérite, et c'est pour ça que nous devons nous engager. Alors, chers amis, je vais conclure en quelques instants pour vous dire que l'heure, plus que jamais, est à la mobilisation. Plus que jamais, dans les 4-5 jours de campagne qu'il reste, après le week-end, mais vous avez le droit d'éviter le week-end aussi, c'est-à-dire jusqu'à vendredi minuit, eh bien il faut que tous, y compris ceux qui n'étaient pas forcément jusqu'à présent des militants du Front National, participent un petit peu à cette bataille en allant convaincre les Français. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose, distribuer quelques tracts dans les boîtes aux lettres, aller sur les marchés, faire un peu de porte-à-porte, coller les panneaux officiels, montrer que l'Espérance Bleu Marine est partout dans à côté de nos compatriotes, dans leur quartier, et nous ne serons pas déçus par les résultats du 22 et du 29 mars, nous ne serons pas déçus par ces résultats à l'échelle de la France, ça c'est certain, mais nous ne serons pas déçus non plus dans les Yvelines et à Versailles par la ferveur qui aujourd'hui rassemble les Français derrière notre combat, non pas dans un esprit partisan, non pas dans un esprit de boutiquier, non pas dans un esprit de défense de petits intérêts subalternes et finalement sans intérêt, mais dans un esprit supérieur de défense de la nation, de défense de notre identité et de défense de ce qui constitue l'essentiel pour nous, c'est-à-dire notre patrie, notre nation que nous aimons et que nous ne voulons pas voir disparaître.